3 phases d'une quarantaine de jours chacune pour passer d'un cessez-le-feu temporaire à une paix durable à Gaza. C'est la proposition telle que présentée vendredi 31 mai par Joe Biden pour mettre fin à près de 8 mois de conflit. Le président américain qui a indiqué que le projet d'accord avait été transmis au Hamas la semaine dernière. Pour en parler, nous sommes avec Sébastien Lévy, correspondant des Cahiers Bernard Lazare et spécialiste justement des États-Unis. Sébastien vit à New York depuis de nombreuses années maintenant. Bonjour. Bonjour Idana. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous ce matin. Alors cessez-le-feu, libération des otages, réinstallation des Palestiniens, puis contours négociés pendant le cessez-le-feu et enfin reconstruction de Gaza. Ce sont les différentes phases de cet accord qui a été proposé par les États-Unis. On parle du plan ultime, Sébastien, le dernier plan, celui de l'espoir. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on le qualifie aux États-Unis? Comment on voit la situation là-bas? En tous les cas, je pense que le fait que le président Biden lui-même ait décidé dans une allocution officielle de prendre la parole, je pense que ça montre l'importance du moment. Joe Biden, oui, et en appelant directement aux électeurs, au public israélien, mais aussi au monde entier, a dit que c'était sans doute le plan de la dernière chance. Ce qu'a voulu faire le président Biden, finalement, c'est mettre sur la place publique l'état des négociations tel qu'il se joue en ce moment, avec finalement une position israélienne qui a beaucoup évolué ces dernières semaines, avec un mandat qui a été donné par le Premier ministre Netanyahou à Nitzan Alon notamment, pour finalement aller vers une proposition d'accord. Et il semble véritablement que la proposition donnée par le président Biden rejoigne en grande partie les propositions qui ont été faites par les négociateurs israéliens. Et c'est aussi une façon de mettre le Hamas devant ses responsabilités, le même Hamas qui visiblement, il y a 3 ou 4 semaines, a accepté cette même offre. Donc en fait, il dit aux deux parties, voilà, visiblement, maintenant, c'est cet accord ou rien. Et donc, je pense que c'est la gravité du moment. Je pense encore une fois le fait que Joe Biden est tenu non seulement à parler au monde, mais aussi à détailler de façon si précise, un petit peu comme un porte-parole, cet accord. Ça montre la gravité du moment, l'importance du moment. C'est vraiment le moment de vérité aujourd'hui pour cet accord. Eva, vous voulez poser une question à Sébastien? Bonjour Sébastien. Bonjour Eva. Le fait justement que Joe Biden l'annonce ce plan, vous dites c'est important pour le moment. Est-ce que c'est aussi une façon, entre guillemets, de mettre un peu de pression sur le gouvernement israélien pour qu'il arrête ses opérations, notamment celle à Rafah? Complètement. C'est complètement un moyen de mettre la pression sur le gouvernement israélien de façon directe et aussi indirecte, finalement, en appelant directement au peuple israélien. Il y a eu un sondage récent dans le Yediot Ahronot qui montrait que 62% du public israélien privilégiait le retour des otages par rapport à la poursuite de la guerre. C'est à ce public-là, en fait, aussi que Joe Biden s'est adressé. Il a aussi parlé des ministres Ben Gvir et Smotrich, sans les nommer, mais on savait de qui il parlait. Et donc, il a dit aussi au public israélien, voilà, aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est améliorée. Aujourd'hui, le Hamas ne peut plus. C'est l'interprétation de Joe Biden parce qu'il sait qu'il a besoin de rassurer le public israélien. Et donc, il dit, pour véritablement affaiblir le Hamas aujourd'hui, j'ai besoin de vous, public israélien, pour que vous mettiez la pression sur votre propre gouvernement et accepter cette offre qui n'est pas en soi nécessairement un bon accord. C'est pas ce qu'il dit, c'est mon interprétation, mais qui est peut-être à ce stade aujourd'hui le moins mauvais accord qu'on puisse avoir et sans doute la dernière chance de récupérer les otages. Sébastien Lévy, on va revenir aussi avec vous, puisque vous êtes aux États-Unis, sur cette fameuse parade qui a eu lieu chaque année à New York, sur la 5e avenue, le défilé de Jérusalem, où il y a des drapeaux. En général, c'est une fête. Je crois que cette année, elle s'est passée sous des auspices beaucoup moins gays. Il y avait beaucoup de sécurité, bien évidemment, face à la hausse des actes antisémites aux États-Unis. Et c'était aussi sous le signe de la demande de la libération des otages. Je peux comparer entre les 2 années, entre l'an dernier qui était vraiment un événement extrêmement festif. Alors il y avait quand même comme lame de fond pour certains groupes la lutte contre la réforme judiciaire en Israël, mais vous aviez beaucoup moins de sécurité que ce que vous aviez aujourd'hui. Mais ça restait entre guillemets, non pas festif, j'ai pas envie de dire ça, mais en tout cas, vous avez une affluence absolument énorme. Il semble qu'il y ait eu plus de monde encore que l'an dernier, donc je pense que beaucoup de gens ont tenu à manifester leur soutien à Israël, leur attachement à Israël, mais évidemment avec la gravité du moment, avec l'ampleur des actes antisémites, donc évidemment, il y a cette tension qui est très forte, et puis aussi, le défilé pour le retour des otages, vous aviez environ 4000 personnes qui étaient spécifiquement là pour bring them home, pour vraiment ramener les otages à la maison. Donc ça montre là aussi l'importance du moment et le fait que cette parade pro-israélienne était évidemment, je dirais, très liée, à la gravité du moment. Ça reflétait ce qui se passe aujourd'hui pour Israël, clairement.
Alors, avec ces pressions aussi de Joe Biden et le fait qu'il fasse pression par rapport à un accord, ça se passe aussi dans un cadre où le président Trump, qui s'est souvent présenté comme très pro-israélien, vient d'être condamné. Est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences sur la cote de popularité de Donald Trump, notamment auprès des Juifs aux États-Unis ? Alors, auprès des Juifs, je n'en suis pas certain parce qu'environ 75 à 80% des Juifs américains normalement votent pour le pour le candidat démocrate. C'est le cas depuis une soixantaine d'années. Et si vous enlevez en fait les Juifs Haredim, c'est plutôt 90%. Ces 90% je ne pense pas vont changer aujourd'hui leur voix pour aller voter pour Trump à la suite de cette accusation. Il est possible que certains, en revanche, à la lumière de ce qui se passe à Gaza, puissent effectivement changer leur voix envers Trump. Mais je dirais que, contrairement au fantasme de beaucoup d'antisémites, honnêtement, le vote juif compte peu aux États-Unis parce que la majorité des Juifs américains sont dans des États qui ne sont pas des États indécis, des États clés. Ils vivent à New York, ils vivent en Californie, ils vivent dans l'Illinois, ils vivent au Massachusetts, qui ne sont pas des États qui comptent dans l'élection présidentielle américaine. En revanche, évidemment, cette mise en accusation de Trump et le fait qu'il soit déclaré coupable, vous avez quelques sondages qui sont un petit peu contradictoires. Visiblement, il semble que 10% des électeurs républicains et 25% des électeurs indépendants, il faut savoir que 40% des électeurs américains sont des électeurs indépendants, disent hésiter maintenant à voter pour Trump alors qu'il l'aurait fait avant. Dans une élection aussi serrée, ce qui risque d'être le cas en novembre, ça peut jouer, mais il est encore un peu tôt pour savoir. Il est possible que ce soit dans juste le moment qui vient de se passer. On verra, et je pense qu'il faut attendre au moins 3-4 semaines pour voir si vraiment cela peut prendre. Ce qui est sûr, c'est que sa base, elle, ne sera pas affectée. Au contraire, vous avez environ 55% des électeurs républicains qui ont dit qu'ils étaient tentés encore plus de voter pour Trump après ce qui s'est passé. On sait qu'il a un électorat extrêmement fidèle et cette fidélité ne va pas se démentir à la suite du verdict coupable. Sébastien Lévy, on l'a évoqué rapidement, depuis le 7 octobre aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, malheureusement, il y a eu une vague exponentielle d'actes antisémites. Alors maintenant que cet accord se profile, quel est l'état d'esprit des Juifs aux États-Unis? Et surtout, on a beaucoup parlé des manifestations sur les campus. Où on en est maintenant? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de manifestations anti-israéliennes sur les campus américains? Écoutez, il y a eu encore récemment, vous avez encore sur certains campus, dont les plus emblématiques, essentiellement Columbia, vous continuez d'avoir des campements, ce qu'ils appellent ici la Tantifada, et vous avez sur pas mal de campus encore cette présence. Vous avez encore, oui, des manifestations. Ça risque de se calmer pendant l'été, puisque évidemment les étudiants ne seront plus sur leur campus. Mais oui, cette vague, elle est là, l'inquiétude, elle est là. Vous avez... en tant que juif installé aux États-Unis, j'ai vécu ça en France, mais vous avez aujourd'hui une prise de conscience aux États-Unis de beaucoup de juifs que le pays n'est plus aussi sûr qu'avant. Donc effectivement, le réveil est brutal, il est douloureux. Et malheureusement, on peut craindre que même si demain un cessez-le-feu, phase 1, phase 2, 6 semaines, 12 semaines, il n'est pas sûr que ce cessez-le-feu change véritablement la réalité. Je dirais quelque chose a été ouvert, la boîte de Pandore a été ouverte et on sait très bien, on le sait, nous, les Juifs de France, que lorsque la boîte de Pandore est ouverte, c'est extrêmement compliqué de la refermer. Sébastien Lévy, dernière question concernant ce plan pour mettre fin aux opérations à Gaza. Est-ce qu'il y a une grosse dichotomie entre ce que disent les républicains et ce que disent les démocrates par rapport à la situation en Israël, très rapidement? Pas pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant. Il est possible, au fur et à mesure que le Premier ministre Netanyahou change un petit peu son discours entre vendredi et dimanche, il est possible que les républicains, qui sont quand même très proches de Netanyahou, commencent, je dirais, à eux aussi critiquer cet accord. Ils ne l'ont pas fait aujourd'hui. Ça va beaucoup dépendre, en fait, du ton que va donner lui-même le Premier ministre Netanyahou sur la teneur de l'accord. Donc, beaucoup va dépendre de lui, en fait. Merci beaucoup, Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Sébastien, on vous retrouve très bientôt. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure, je crois, à partir de 9h45 dans la matinale de Léa Moscona. À tout à l'heure.